Alors Marie, ta case, elle n'a pas trop souffert avec le cyclone? Non, on ne peut pas dire qu'elle ait souffert, ma maison. Elle a 50 ans. Elle a été construite en 1974 et puis, je suis très heureuse d'être là et puis voilà, c'est, l'entreprise Tommy qui l'a construite et l'architecte était monsieur Dubreuil à l'époque. Pourquoi on appelle ça une cage? C'est une maison. Je ne sais pas pourquoi on dit case, parce que ici à La Réunion, on a toujours dit comme ça. Mais si tu veux, on peut aller voir pour en savoir plus. Ah oui, ça serait chouette de faire ça. Tu sais, Nina, il faudrait qu'on trouve un livre sur les cases Tommy, mais je ne sais pas où les trouver. Eh bien, peut-être dans une bibliothèque, vous allez trouver tous les documents qu'il faut. Tu as raison. On ira voir la bibliothèque départementale. Je connais bien le directeur. Hier, je vous ai contacté pour avoir des informations sur les cases Tommy. C'est vrai, donc j'ai trouvé un livre, ça s'appelle «Fabien Vienne à La Réunion», où il y a des illustrations de costomie et des informations aussi. Je vous laisse feuilleter. Ok. Alors, Nina, regarde. Ah oui, voilà. C'est ça, une case Tommy. Pourquoi on dit cage Tommy et pas maison Tommy? Écoute, là, tu me poses une colle. Je pense qu'il faut demander à l'éditeur, Yves-Michel Bernard. Il répondra certainement de manière plus juste et précise que moi, parce que là, moi, je ne suis pas sûr. Et ça tombe bien, j'ai ses coordonnées. Donc, je vais vous les donner, Simone et Nina, et vous, pour aller le voir et vous dire. L'autre jour, on est allé chez une amie de ma mamie et qui habitait dans une cage Tommy, mais qui ressemblait pas à une cage Tommy. Pourquoi? L'amie de ta mamie, elle habite une maison Tommy, et non pas une case Tommy. C'est-à-dire qu'au début, quand on a imaginé ces maisons, elles étaient toutes petites comme des cases. Et après, on a fait des grandes maisons Tommy avec cuisine, salle de bain, des chambres et même une varangue. La toute première case Tommy qui est ici, elle a été construite il y a très longtemps, en 1961. Et elle était dans un jardin pour simplement dormir le soir. C'est pour ça qu'on disait une case Tommy. Mais après, les familles à La Réunion, tu sais, il y a beaucoup d'enfants. Donc il fallait imaginer des maisons qui puissent s'agrandir. Donc on a demandé à un autre architecte, Monsieur Vienne, de construire des maisons qui peuvent avoir une chambre, deux chambres, trois chambres, quatre chambres, une varangue devant, une cuisine derrière, une salle de bain, deux salles de bain, un étage pour ceux qui voulaient dormir en haut, et puis des nacos, des fenêtres. Tout cela a été possible à partir des années 1970. Donc les toutes premières cases Tommy, elles sont construites par un architecte qui s'appelle Monsieur Louis Dubreuil. Mais l'entrepreneur, Monsieur Tommy, qui construit, il va s'adresser à un autre architecte, Monsieur Fabien Vienne, qui lui va développer ces grandes maisons. Cela va se faire à peu près dans les années 70 jusque dans les années 1980 et on va construire jusqu'à 10 000 maisons à La Réunion. C'est une rencontre avec Tommy,
parce que son idée, c'était de pouvoir répondre à sa clientèle avec un produit justement modulaire, parce qu'il en avait assez d'avoir des modèles qui étaient trop stricts et qui ne correspondaient pas à la demande. Il voulait un truc souple, et il ne voulait surtout pas qu'il y ait de gaspillage sur les chantiers. C'est-à-dire qu'il voulait pouvoir maîtriser depuis l'usine les fabrications, hein, mais diverses, voilà, c'est tout. Ah oui, mais alors, cette case Tommy en particulier, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Alors cette case Tommy, elle a de particulier qu'elle a été la première case carrousel, qu'on appelait carrousel à l'époque, parce qu'elle était carrée parfaitement, avec à l'extérieur cuisine et salle de bain, parce qu'il ne fallait pas mettre la cuisine et la salle de bain dans la maison, parce que souvent on faisait la cuisine au feu de bois ou au pétrole, et ça pouvait entraîner des problèmes d'incendie. Donc c'était vraiment une maison adaptée au contexte local. Et elle a été donc la première maison construite et inaugurée en grande pompe ici à la Révolution. Dans le contexte de l'époque, l'habitat en milieu rural était très précaire, hein. C'était des maisons souvent de mauvaise qualité, soit des paillotes carrément, ou alors des maisons en bois sous tôle, vraiment de très rustiques. Et la maison Tommy était un grand progrès, même si elle est de structure très basique, hein, mais ça a été un très grand progrès par rapport à l'habitat existant qui existait à l'époque en milieu rural. Pourquoi cette maison est apparue tout d'un coup et a eu autant de succès? Je pense que ça c'est lié à une espèce de conjonction de facteurs qui faisait qu'à l'époque, l'État versait une prime à la construction, que le Crédit Agricole faisait des prêts avantageux et bonifiés par l'État, qu'un architecte a mis au point un système de maisons préfabriquées très rustiques, avec des coûts de fabrication faibles, et un entrepreneur, Maurice Tommy, avait mis en musique les données de l'architecte. Ce qui fait que cette maison, pour quelqu'un qui était propriétaire du terrain et qui voulait changer d'habitat et monter en gamme, il pouvait, à très peu de frais, il pouvait se faire construire une maison. Alors le prix de cette maison était très réduit, au point que la publicité du Crédit Agricole à l'époque pour placer ces maisons, c'était vous pouvez avoir une case Tommy pour 4 œufs par jour, avec la prime de l'État, le crédit du Crédit Agricole et la technique industrielle mise au point par Tommy et Dubreuil, qui permettait de baisser fortement les prix de construction. Mes parents ont fait construire cette maison, Tommy, en 1988. On a commencé à habiter la maison en 1989, mes parents et mes sœurs. À la différence des anciennes maisons Tommy, celle-là, elle est construite tout en parapet autour, à la différence de l'ancienne qui était tout en bois. Il y a 3 chambres, un séjour, une petite cuisine, il y a les sanitaires et une assez grande varangue devant. Donc dans le jardin, il y a beaucoup d'arbres fruitiers, mais il y avait des animaux comme des canards, des poules, des lapins, des pigeons. Et comme on a une assez grande cour, donc ils ont pu construire des parcs pour les animaux. Pourquoi on appelle ça une case et pas une maison? À La Réunion, il y avait les maisons de maître et les esclaves et ensuite des ouvriers habitaient autour de la maison. Et ils habitaient dans ce qu'on appelait des cases, puisqu'ils arrivaient d'Afrique. Et ils ont reconstitué l'habitat qu'on avait en Afrique avec des matériaux naturels. Du bois, des branchages, de la paille. Mais cet endroit-là était uniquement pour aller dormir. Ce n'était pas un endroit où on vivait. C'était simplement un abri. C'est pour ça qu'on disait en créole « mon case ». Mirante, mon case. Ah, mamie, j'aimerais bien en voir une. Aujourd'hui, donc, ces cases n'existent plus, puisque tu vois, il y a eu des cyclones, elles ont été démolies. Mais si tu veux en voir une, tu vas à la bibliothèque départementale, et là, il y a des photographies de ces cases de l'époque. Ah ben oui, comme ça,
on prendra l'histoire de l'habitation à La Réunion par le début. On revient vous voir parce qu'on aimerait bien voir des cases en bonbons. Des images de cases en bambou, bah écoutez, ça tombe bien. J'ai ici un exemple d'image de cases en paille et en bambou qui étaient celles des premiers habitants de l'île, qui étaient des Malgaches. Là, c'est une image de cases à Madagascar. Et après, ça, à La Réunion, il y a eu des cases comme ça, surtout pour les gens pauvres et les esclaves. Mais voilà, voilà une image de case. On peut en revoir En revoir d'autres images ou en vrai? en vrai. Je connais un endroit à Saint-Paul-Belmen où on peut les visiter. On pourra y aller. Monsieur, on nous a dit que vous avez reconstruit des cases en paille. Alors, l'association a été créée en 98. On a commencé les travaux sur le chemin pavé de Belmen le 1er décembre 99. On a réhabilité le chemin. On a nettoyé avant, de haut en bas, 1,4 km le chemin il fait. Et après, on a réhabilité, c'était portion par portion. Il y avait la partie basse qu'il fallait réhabiliter à peu près 600 mètres et la partie haute à peu près 500 mètres. Et ça nous a duré quand même 7 ans pour refaire ce travail-là. Et ensuite, à travers ça, on participait aussi des fêtes culturelles qui étaient organisées sur la commune, un peu partout. On faisait des petits cases en paille, tout ça. On amenait pour faire des expositions. Et en même temps, sur le chemin, on avait trouvé des petits objets sur le chemin qui fait un cheval, et des petits ciseaux, des petits marteaux. Ben, on a ramassé et on exposait ça. À chaque fois, on faisait des petits cases en paille. On mettait tout ça dedans pour exposer, pour raconter un petit peu l'historique du travail que l'association faisait. Les petits cases en paille nous servaient pour ça. Et ensuite, ben, au fil des années, comme on participait souvent des petites fêtes culturelles, et manifestations Journée Patrimoine, 20 décembre, fête de la musique. Donc là, on allait partout pendant ces 7 ans-là, mais après, au fur et à mesure, ben, il fallait qu'on trouve un endroit pour pouvoir installer tous ces objets-là sur place. Et c'est ici qu'on a construit une petite case longtemps, on a mis tous ces objets-là ici en exposition. Ben, au moins les gens ils peuvent visiter sur place tout le temps, toute l'année, quoi. Il y a une petite cuisine longtemps aussi, pour voir comment longtemps on cuisinait dans la petite cuisine longtemps. Et ensuite, vous avez fait quoi? Pour la construction des paillotes, là, on allait chercher du bois, on coupait du bois ou même des bambous. Et on cherchait de la paille aussi, de la paille de vétiver. Et voir aussi les pailles qu'il y a autour, hein. Il y a pas mal de pailles aussi qu'on complétait. Et après, on faisait des petites cases. Avec la corde KDR aussi, on utilisait la corde KDR. Le choca, tout ça, on utilisait le choca aussi pour pouvoir faire des cordes, et pour pouvoir faire des tringles, des poteaux aussi, parce que le choca, c'est un bois dur aussi, ça. Donc on construisait les maisons comme ça, quoi. Comment on vivait dedans? Comment on vivait dans la case longtemps? Mais longtemps, on vivait dans cette case-là. Déjà pour se nourrir, il fallait aller à la pêche, il fallait aller à la chasse, il fallait manger ce qu'il y avait dans la nature. Et après, ils ont planté patates, manioc, un peu tout ça. Ils plantent maïs aussi, pour pouvoir avoir à manger. Et après, je pense qu'ils ont soigné aussi des animaux, des volailles, des volatiles, un peu tout ça. Ensuite, dans la case, il y avait quand même un lit qui était construit avec des gonilles. Et on mettait la paille maïs dedans pour bien entasser et pour dormir. Et le carré lui-même, le carré spécial pour les gens avant, mes grands-parents me disaient, c'était un carré poulet que le dimanche. On ne mangeait pas la viande la semaine. La semaine, on mangeait ce qu'il y avait, patates, manioc, maïs, après les légumes et voir les breads. On mangeait beaucoup de bread avant. Sinon, à quoi sert le site actuellement?
Moi, je vis dans le village longtemps. On organise des journées de patrimoine vers décembre. On reçoit les écoles, et les collectivités. On reçoit même les associations sportives, culturelles, même handicapées, tout ça. Même les personnes troisième âge aussi, on reçoit. Eh bien, c'est pour la visite. Ils visitent le village longtemps et la ville longtemps ici, quoi. Aujourd'hui, on a construit un petit musée, on a regroupé tous les objets qu'on avait. Et le moulin maïs, le moulin café, et fer cheval, il y a plusieurs objets, les balances, les rabots, tout ça qu'on avait récupéré sur le quartier. Ensuite, ben, on propose des petits repas sur des réservations. Le repas, c'est plus repas traditionnel, hein. C'est des repas sur le feu de bois qu'on prépare. Et après, il y a une petite ambiance maloya, de temps en temps, on met en place. Des fois, il y a aussi des démonstrations de meringues, tout ça. Le village, ça c'est plus pour représenter la Réunion longtemps, quoi. La vie longtemps. Bonjour monsieur, on nous avait dit qu'il y avait plein d'anciennes images de maisons de la Réunion. Pouvez-vous nous les montrer s'il vous plaît? Bonjour Nina, bonjour Simone. Oui, effectivement, au musée, nous avons plusieurs images, des tableaux, des estampes qui présentent des anciennes habitations que je vais vous montrer et que vous pourrez aller visiter après. Donc, par exemple, vous avez ici une lithographie d'Antoine Nuit-Roussin qui présente le domaine de Bel-Air à Sainte-Suzanne, une propriété de la famille Kervegen. Cette maison n'existe plus aujourd'hui, il reste des ruines de la chapelle que je vous invite à aller visiter. De la famille Kervegen, je peux te présenter Denis-François Lecoz de Kervegen, qui est le mari d'Adèle Ferrand, une artiste peintre réunionnaise, qui a peint justement son mari et qui a fait son autoportrait ici. La famille Kervegen est une grande famille au XIXe siècle, propriétaire de nombreux domaines, notamment dans le sud, et qui était propriétaire aussi de la maison qu'on avait vue tout à l'heure en lithographie à Bel-Air. Ils sont propriétaires d'un domaine qui s'appelle aujourd'hui le Vieux Domaine, où a été reconstitué un village longtemps, que vous pouvez aussi aller visiter. Ici, vous voyez des peintures de Louis Ozou, un peintre réunionnais dont la famille possède le domaine de Beaubassin sur les hauteurs de Saint-Denis, que vous pouvez aussi aller voir. Merci monsieur pour toutes ces informations. Mamie, on pourra voir comment c'est en vrai? Bien sûr Nina, par lequel tu veux commencer? Par la chapelle. D'accord, on ira à Beaubassin un autre jour. Madame, on a vu une image d'une maison au musée. Où elle est? La maison est là, où tu étais là où tu es, mais elle a disparu en 1960. La maison a disparu, mais il reste une partie de la chapelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'histoire de cette maison se confond avec l'histoire de l'industrie sucrière à La Réunion. Donc, l'histoire remonte à plus de 200 ans.
à cette époque, il y avait un monsieur Joseph Desbassins qui était propriétaire du domaine et qui habitait ici. Lui, il avait introduit la culture de la canne et il voulait produire du sucre pour le revendre en France. Et c'est ce qu'il a fait. Et ensuite, il y a une crise de la canne au début des années 60. Et ensuite, le domaine a été vendu aux enchères à une autre famille illustre, la famille Kervéguin, qui a habité ici également. Comment le domaine est arrivé dans votre famille? Alors la maison nous vient de notre arrière-grand-père qui s'appelait Ivrin Payette. Et c'était un petit blanc des Hauts et qui était assez pauvre. Et il est tombé amoureux d'une jeune fille qui s'appelait Amélina Robert. Et tous deux habitaient Salazie, donc. Et quand il a demandé la main d'Amélina, le papa d'Amélina lui a dit « Tu es trop pauvre ». Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à Madagascar en 1888. Il est parti à Diego Suarez et il a fait du commerce avec les Malgaches et il a vendu des vivres au navire qui a accosté à Diego et à l'armée française. Et figurez-vous il s'est enrichi comme ça. Et il est revenu au bout de 2 ans avec un petit pactole. Et il a pu épouser Amélina Robert en 1890. Donc il s'est enrichi encore, il a acheté des terres. En 1923, Ivrin Payette achète Bel-Air et y installe sa famille. Et ses fils prennent la majorité dans l'usine de quartier français qui avait été reconstruite par Kervéguin. En 1955, il y a une crise économique qui fait que l'usine périclite en l'absence de René Payette, le fils de Ivrin qui dirigeait cette entreprise. Et quand il revient, il doit faire face à cette crise. Et à l'issue de cette crise, qui est vraiment une épopée, pour défendre cette usine et l'empêcher de fermer, il cède la place à son gendre, Maxime Rivière, qui est mon papa, mon père. Et donc, Maxime Rivière devient le dirigeant de l'usine sucrière et Bel-Air devient sa maison de fonction. Et c'est là qu'il reconstruit la maison que tu as vue sur l'image, la belle maison créole qui a été détruite par les termites et par le temps. Il l'a reconstruit et c'est la maison où nous sommes. Maintenant, vous faites visiter? En 2015, on a créé une association avec certains de mes frères et sœurs et des amis passionnés par le patrimoine. Cette association avait pour but de mettre en lumière des noms méconnus de l'histoire sucrière de la Réunion. Et parmi eux, il y a le nom de Camille Jurien de la Gravière, qui était en fait la fille de Joseph Desbassins, dont tu te souviens peut-être. Et elle a cette particularité, Camille Jurien, c'est que en fait, elle avait voulu expier le crime de l'esclavage. Expier, ça veut dire se faire pardonner le crime de l'esclavage. Et c'est très important, parce que ce qu'on ne dit pas, quand j'étais petite, on ne me disait pas qu'en fait, l'industrie sucrière et la prospérité du domaine reposaient sur un crime. C'est le crime de l'esclavage. Ici, en 1848, il y a plus de 350 esclaves qui ont été affranchis. Tu te rends compte? 350 personnes réduites à l'état de bêtes de somme ou de machines. Et donc, il fallait retrouver tous ces noms pour les mettre en lumière. Et ça a été le but de notre association et qui a créé sur le site, là autour de la chapelle que tu as vue sur l'image, un mémorial aux affranchis et aussi aux engagés de Bel-Air. Les engagés sont ceux qui sont venus après l'abolition de l'esclavage, continuer à travailler à la prospérité de l'industrie sucrière et du domaine. Et voilà ce qu'on fait visiter. C'est ce mémorial qui s'appelle Mémorial
aux affranchis et engagés de Bel-Air et qui rend aussi hommage à Madame Juriane Lagravière qui a voulu se faire pardonner le crime de l'esclavage. Des hommes sans nom, jetés dans la gueule des cyclones, jetés hors du Mozambique sans la tribu des Trans, hors du Coromandel sans les temples du safran, hors des récifs de Bretagne sans la houle des pardons. Des hommes vaincus par le vide dans le silence des racines. À l'association, on avait aussi ce projet de faire venir le public sur le site de la chapelle que tu connais, mais elle est très abîmée et donc à partir de 2018, on commence à essayer de la consolider surtout la façade, avec le conseil du conservateur du patrimoine de l'époque. Il nous a proposé de demander de participer à ce qu'on appelle encore le loto du patrimoine. Et donc nous participons en 2019 à ce loto, cette espèce de concours, et nous obtenons la promesse d'une subvention de 60% de nos projets. Entre-temps, la région nous aide également parce qu'il faut consolider de façon urgente la façade, et nous avons également une subvention de la région, donc tu vois. Et puis ensuite commence en 2020 des travaux plus conséquents pour, alors là, vraiment aménager un site de mémoire qu'on a appelé le mémorial aux affranchis et engagés de Bel-Air. Donc c'est grâce à la Fondation du patrimoine et avec nos fonds propres également que nous avons pu mettre en place ce site que tu as pu voir et qui permet aux gens de Sainte-Suzanne et d'ailleurs de retrouver leurs ancêtres qui ont travaillé durement pour la prospérité du domaine. Il y a constamment des travaux de consolidation à faire et dernièrement, cette année, nous avons lancé des travaux de consolidation d'une partie des voûtes qui se trouvent à l'arrière de la chapelle, dans la partie en avant de la partie que nous appelons la sacristie actuellement. Vous nous avez dit qu'il y avait une usine sucrière sur le domaine. Est-ce qu'il en reste quelque chose? Il ne reste plus d'usine à sucre ici. Elle a disparu. Mais par contre, il reste une longère qu'on appelle ici à La Réunion des calbanons, une longère dans laquelle mon neveu, Alexis Rivière, a installé une petite sucrerie que je vous invite à aller voir. C'est quoi une longère? Donc, une longère, c'est un bâtiment. Ici, c'est ce qu'on appelle un calbanon, qui est un bâtiment qui a permis de loger, après l'abolition de l'esclavage à La Réunion en 1848, des ouvriers agricoles qui travaillaient sur cette exploitation. Donc, ce sont des logements où les gens vivaient dans des espaces comme celui-ci, au début, surtout entre hommes. C'est d'abord beaucoup d'hommes qui sont venus vivre dans ces bâtiments en provenance d'Inde ou d'autres régions. Et puis ensuite, il y a des familles qui ont qui ont prospéré un petit peu dans ces endroits. Et le bâtiment a servi à loger ces engagés jusqu'à la fin du Front populaire, à la fin des années 30. Et les gens, comme tu peux le voir, ils vivaient ici dans des endroits qui sont très simples, avec pas de toilette, pas de cuisine. Enfin, il y avait des petites cuisines à l'avant, tu sais, là où on pouvait faire cuire de la cuisine avec du feu de bois. Des gens ont vécu ici il y a longtemps. Donc ici, oui, il y a des gens qui y ont vécu. Et après la Deuxième Guerre mondiale et la fin de l'engagisme, des familles sont restées installées dans ces calbanons. Y ont vécu avec leurs enfants, en couple avec leurs enfants. Et il y avait plusieurs calbanons à Bel-Air. C'est celui-ci qui est resté debout le plus longtemps, qui est encore debout aujourd'hui. Et il a été occupé par des habitants jusque dans les années 80. Et toute la famille là, était vive dans le cabanon 10? Toute la famille, oui, toute. Grand-mère, papa, maman, ses frères, ses sœurs, nous étions toujours là. Mais il avait la place? Mais quand on était chez Réveillé, dit ça part. On était au grade l'autre, puis on est là en famille.
Ben, il faut négocier pour donner tout ça qu'on a un petit place, moi, puis, eh ben, là, tu viens du mandat, il me dit, comment ça, oui, oui, vous connaissez la première part, il me dit, bien sûr, mais connais la première part, il me dit, toi, tu connais, toi, pour ça, tu sors, tu arrives là, tu me commandes, il dit, comment on n'a pas qu'à faire comme moi, là? Comment on n'a pas qu'à faire comme ça, là? Quand il connaît, ça, il sort, comment il arrive là? Il ne veut pas pour mettre la moindre octave. Mais si vous mettre la moindre octave, il est là, ou trop tard. Je dis, retire, tu m'en là, tout ça va un peu plus loin. Voilà, là. C'est tout mon défaut, monsieur, pas plus que ça. Moi, t'es mauvais petit café, loin. Et la grand-mère, les arrière-grand-mères, les arrière-grands-pères, toute la famille, tu vivent dans le cabanon même avant? Oui, tu sais, dans le cabanon même. Mais avant que ça, là, au début, premier début, tu habites là même? Le premier début, tu habites là même. D'accord. Vous connaissez, nous, nous connaissons. Moi, c'est Sinda Joséphine. Moi, elle est là, et elle sera toujours là. Oui, non. Et dans le cabanon, vous n'avez pas de l'eau? Non, vous n'avez pas. Où ça se trappe l'eau? L'eau du sorte de l'eau bassin bête. Ah. Un bassin, alors, était là. C'est très nous-mêmes. Mais ça, un sans canne. Ça, c'est même qui descend. Ça, il y avait un bassin d'eau là. Mais l'eau n'était pas trop forte, hein. Ah. Vous ne savez pas. On arrive là, il faut prendre la même. On trappe la même, dans le fond d'un appelé bambou là? Oui, on veut prendre l'eau là, côté le bambou. Il y avait un canal là. Moi, c'est moi, on était un peu bien, mais il n'y a pas de rapport. On était il s'approchait encore. Comment vous allez, demande-nous quelqu'un n'y est. Tout de suite, il a répondu, calma pour quand tamarin. Calma pour les doux. Calma pour les doux. Alors voilà. Qu'est-ce que c'est devenu maintenant? Aujourd'hui, cet endroit, il est en cours de transformation, de rénovation. On a un projet ici de transformation de la canne. On fabrique du galabé, on fabrique du rhum. C'est un site touristique également où les gens peuvent venir apprendre un petit peu des choses sur la canne, sur l'histoire du domaine et puis sur ce qu'on fabrique. Et donc, aujourd'hui, c'est un bâtiment qui a été transformé pour accueillir des activités de conditionnement et de stockage. Il y a des machines qui nous permettent de remplir des bouteilles, de découper des produits, etc. D'un côté, il y a le grand hangar que vous avez vu où il y a la sucrerie. Et puis ce bâtiment, il est fait plutôt pour des opérations de conditionnement et de stockage. Donc ici, on a rénové le bâtiment pour pouvoir notamment fabriquer du galabé. Alors le galabé, c'est une friandise traditionnelle de La Réunion qui était autrefois fabriquée par des familles. C'était un savoir-faire qui existait dans certaines familles à La Réunion, de cuisson du jus de canne et de fabrication de ce petit bonbon qui est délicieux et que les enfants pouvaient trouver dans les boutiques près des écoles ou chez les marchands ambulants à la plage notamment. Donc c'est ça qu'on fabrique ici, qu'on essaie de rénover. C'est un savoir-faire qu'on essaie de transformer, de mettre au goût du jour avec des équipements qui sont assez modernes et performants. Et donc l'objectif, voilà, c'est de fabriquer des produits de qualité en revisitant un petit peu les produits traditionnels que sont le galabé ou le rhum, de façon à proposer des produits nouveaux, innovants, et puis qui créent de la convivialité avec cette matière première, la canne, qui est au cœur de l'histoire et de l'économie de La Réunion. Et c'est très vieux, c'est très lointain. Ce sont des choses qu'on a perdues. La maison au bout de l'allée et les souvenirs de l'enfance en allée par les chemins du soir, sous les hibiscus roses. Au musée, nous avons vu des peintures de Louis Ozou montrant des paysages de La Réunion. Louis Ozou a peint beaucoup de paysages de La Réunion. C'était quelqu'un de la famille. Et en fait, il a laissé sa trace puisqu'il était à la fois médecin, poète et peintre. Donc ici, il faut savoir qu'au domaine de Beaubassin, au départ, il n'y avait pas de maison. On va remonter dans le temps et c'était le premier jardin d'acclimatation de l'île. Donc pourquoi premier jardin d'acclimatation? Il y a un jardinier très connu qui était le jardinier particulier du roi à la cour, qui a été envoyé avec son frère François à La Réunion dans les années 1830 pour créer le jardin du roi, qui aujourd'hui est connu sous le nom du jardin de l'État. Et comme on est en altitude, il a amené beaucoup de plantes d'Europe pour les acclimater dans ce grand espace qui faisait à l'époque 76 hectares.
Donc pourquoi il a choisi ce jardin? Parce qu'on est à 600 mètres d'altitude et ces plantes avaient besoin de fraîcheur pour être acclimatées. Donc Nicolas Bréant est un jardinier célèbre puisqu'il a également découvert la rose Bourbon. La rose Bourbon a été découverte à Saint-André dans le jardin d'un monsieur qui s'appelait Édouard Perrichon. En fait, la rose de Bourbon, nous en avons dans le jardin aujourd'hui. C'est une rose hybride qui a été découverte donc à La Réunion, dans ce jardin. Et c'est un mélange de rose de Chine et de rose de Damas. À quelle année cette maison a été construite? La maison dans laquelle nous nous trouvons a été construite en 1862 par un monsieur qui s'appelait Alfred Mazerieux. Alors, dans la famille Mazerieux, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a 2 Alfred. Donc, je vais dire le vieil Alfred, donc celui qui a construit la maison. Il l'a construite pour son fils qui s'appelait également Alfred, Alfred Mazerieux. Et le fils, Alfred Mazerieux, a été le premier habitant de cette maison. Alfred est un petit peu connu puisqu'il a été maire de Saint-Denis pendant 2 ans. Et il a également lui vaut le monument de la Victoire qui se trouve devant la mairie de Saint-Denis. Et il a été le premier qui a habité ici, donc avec son épouse. Alors, l'épouse d'Alfred Mazerieux, elle s'appelle Euphrasie Ozou. Souvent, dans les familles, c'est la femme qui transmet en fait un peu l'histoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la maison, au fil du temps, est devenue la maison de la famille Ozou. Euphrasie Ozou, en fait, était la tante du grand-père paternel, Maurice, donc de mon époux. Tu sais, on vient en changement d'air puisque dans les bas, il fait trop chaud en été. Alors ici, nous sommes à peu près 600 mètres d'altitude. La nuit, il fait bon pour dormir, il y a moins de moustiques et puis c'est très agréable. Toutes les grandes familles de Saint-Denis viennent à Saint-François ou au Brûlé pour passer l'été. Nous avons à côté monsieur le gouverneur, nous avons la maison de l'évêque. Tous les grands notables de Saint-Denis viennent passer l'été ici. Depuis le mois de décembre jusqu'à fin mars, c'est très agréable ici. Et puis tu as vu, il y a la nature. Il y a des super arbres partout avec des oiseaux. C'est vraiment très agréable. Et puis, les soirs, on s'invite les uns les autres. On boit le café, on boit un petit punch, pas trop. Et puis on fait de la musique. Regarde le beau phonographe que j'ai ramené. On écoute de la musique, ou alors on fait venir 1 ou 2 musiciens. Votre famille à la maison, depuis quand? Alors, la maison appartient à la famille Ozou depuis 4 générations. Et c'est Maurice et Lydie, son épouse, donc, qui reprendront la maison, qui la rachèteront en 1946. Donc la maison est flanquée de 2 tourelles. C'est une maison en fait assez classique avec le salon dans lequel nous nous trouvons, qui s'ouvre sur une salle à manger. Et ensuite est distribué donc les pièces un petit peu plus intimes, les chambres, avec deux dépendances qui appartiennent, qui sont inclus dans la maison, et la fameuse dépendance cuisine où à l'époque on faisait la cuisine au feu de bois. Les époux Ozou, donc Maurice et Lydie, vivront dans cette maison pendant de longues années, quasiment jusqu'à la fin de leur jour. Et ensuite, ce sera une maison un petit peu de changement d'air pour son fils, Michel, et son épouse, qui vivent sur Saint-Denis. Et ils viendront en vacances ici et se retrouveront avec toute la famille. Quand il fait très chaud à Saint-Denis, on monte à Saint-François, donc se mettre un petit peu au frais. La maison restera fermée un certain nombre d'années, mais sera toujours entretenue. On a un jardinier qui travaille ici depuis des années et des années. Il a commencé très jeune, il va avoir 60 ans. Et il a bichonné la maison tous ces temps-là. Et nous, on vient régulièrement dans la maison. Ensuite, en 1995, donc Cyril Ozou, mon époux, rachètera la maison. Et à ce moment-là, donc, il deviendra le propriétaire de cette maison. La maison restera encore inoccupée pendant quelques années, puisque par nos activités professionnelles, nous ne sommes pas sur La Réunion. Et en 2016, nous reviendrons nous installer dans la maison pour ouvrir les portes et les volets de la maison. Alors la maison, elle a une particularité, c'est qu'elle est meublée, et surtout elle est meublée avec les meubles de l'époque d'Alfred Mazerieux. Par exemple, les fauteuils sur lesquels on est assis, ces 2 fauteuils, ce sont les fauteuils les plus anciens de la maison. Ensuite, dans la salle à manger, il faudra qu'on y aille parce qu'il y a vraiment des petits trésors. Et dans la salle à manger, sur les murs, on a un petit peu tous les habitants, tous les gens qui sont passés dans la maison, notamment Alfred Mazerieux, Euphrasie, Maurice, Ozou, Lydie
Donc, il y a beaucoup d'objets dans la maison qui ont été conservés. Et notamment, il y a un très beau meuble à l'entrée. C'est un des plus vieux meubles de la maison. Et ce vieux meuble, ça s'appelle un pantalonnier. Il y a également cette vitrine. Alors, cette vitrine, on l'a baptisée le cabinet des curiosités, puisque dans cette vitrine, on a mis un petit peu tous les objets qui ont appartenu à tous les membres de la famille, avec des petites lunettes de théâtre, avec tout un tas de petites choses, effectivement, qui appartiennent qui font partie des lieux. Est-ce que vous habitez ici? Depuis 2016, donc, avec mon époux et nos enfants qui ont grandi, qui n'occupent plus la maison, on vit dans la maison. Alors la maison, en fait, l'important, je pense, d'avoir une vieille maison, c'est aussi d'en faire quelque chose, de l'ouvrir. Donc la maison est ouverte à la visite. La première fois que nous avons ouvert la maison, c'était en 2017, et pour les Journées du patrimoine. Donc la maison est inscrite à l'inventaire des monuments historiques depuis juin 2018, qu'on visite à la fois le jardin, parce qu'il y a des amoureux plus des plantes. Donc il y a un très beau jardin à la française, modestement flanqué d'un grand bassin. Donc il y a des gens qui préfèrent visiter le jardin. Et il y a également des gens qui s'intéressent plus à l'architecture ou au mobilier. Donc on fait également des ateliers de tressage. Donc on a fait beaucoup de journées au domaine. Donc ça allie à la fois le côté architectural, le côté visite culturelle et le côté artisanat. Parce que c'est vrai qu'à La Réunion, il y a quand même un bel artisanat. Donc ça permet de passer aussi des journées complètes avec la visite de la maison. Et on a la chance d'avoir une forêt attenante au domaine. Alors malheureusement, actuellement, la forêt n'est pas ouverte au public puisque le cyclone Garance ne l'a pas épargnée. Mais on espère l'ouvrir rapidement, enfin dès que tout sera remis en état. Il y a aussi beaucoup d'activités culturelles. Donc il y a eu des tournages, comme aujourd'hui. Il y a aussi des artistes qui viennent pour faire des photos. Mais il y a également une pension pour chats sur le domaine. On essaie de se diversifier. Donc, qui est tenue par Sophie Delmont. Donc, voilà, les chats peuvent aussi profiter du calme des lieux. C'est très vieux, c'est très ancien. Ce sont des choses très douces. La maison blanche au bout de l'allée, avec les souvenirs de l'enfance, en allée sous les palmiers, le long des grands hibiscus roses. Bonjour monsieur, le musée nous avait dit que ce domaine avait appartenu à la famille Kevégen. Pouvez-vous nous raconter? Alors effectivement, cette propriété, les héritiers Kevégen en seront propriétaires en 1802. Ils vont développer l'activité, c'était sur le café particulièrement. Bon, une propriété grande, mais ils vont donc rapidement être confrontés à des difficultés financières dues à la courbe du café. Très rapidement, ils vont se séparer de certaines parties, ils vont le démembrer en fait. Et va arriver un peu plus tard un autre propriétaire en 1824. Maintenant, le domaine est à votre famille? Alors effectivement, en 1824, on verra apparaître un membre de ma famille. Alors ce monsieur s'appelait Louis-Eugène. Alors, il s'appelait Louis-Eugène, fils d'Esther libre. Ça veut dire que c'était quelqu'un de couleur. Il était donc un ancien esclave affranchi, libéré. Il sera donc propriétaire. Il va faire une chose fantastique pour l'époque. Il va d'abord affranchir, en 1828, il va affranchir les esclaves sur la propriété. Puis il va arracher les champs de café. Il y mettra à la place la canne à sucre. Tout va très bien fonctionner. Il va réunir un peu plus de 350 hectares. Donc il est, je veux dire, un propriétaire important. Il va avoir des enfants. Et en 1867, il va partager ce domaine entre ses enfants. Le dernier né de la fratrie, qui s'appelle Antoine Numac, va hériter de cette propriété. Les autres enfants auront des terres ailleurs et des commerces ailleurs. Numac, 1867, il va en fait tout dilapider. C'est un joueur, il est buveur, il a toutes les bonnes qualités de la jeunesse de l'époque. Tout va être dilapidé. 1865, le partage. 1867, les difficultés. 1870, la faillite avec la vente aux enchères. Et l'acquéreur en 1871, c'est la famille de ma femme. Ça semble bizarre, c'est la famille Burel. Les Burel vont acheter cette propriété en 1871 et ils y sont toujours. En fait, cette propriété est restée dans ma famille à travers ma femme. Elle était de mon sang,
la propriété de ma famille, elle est passée dans les mains de ceux de ma femme, mais comme on est mariés ensemble, ça reste familial. Et maintenant, comment mettez-vous en valeur ce patrimoine? Cette propriété reviendra donc à ma femme en 1989. C'est une friche totale. Elle était très grande, environ 30 hectares à peu près. Donc on s'est mis en fait à nettoyer cette propriété sur environ 3 hectares et demi, 4 hectares. On a nettoyé avec des amis, des bénévoles qui nous ont aidés, et on a essayé de le restructurer et de lui redonner sa place telle qu'elle était dans les années 1860 à peu près. On a reconstitué donc cette propriété-là en remontant un village d'engagés, là où on est là actuellement, le village d'engagés, 1884-1934 à peu près. Ces engagés travaillaient en tant que pour le propriétaire. On a reconstitué également un camp de marrons qui n'existait pas sur cette propriété, mais que nous avons mis en place en mémoire en fait de notre population qui a subi le joug de l'esclavage. Nous sommes tous issus de l'esclavage, on est tous mélangés, comme on dit en créole, nous les maillés. Donc on a reconstitué ce camp de marrons. On a reconstitué aussi un village de Monléo, les gens Léo qu'on appelle à La Réunion les Yab. On l'a reconstitué, c'est notre histoire à nous. C'est notre histoire, c'est l'histoire de La Réunion. Dans La Réunion, nous sommes mélangés, nous sommes de toutes les races. Et il s'agit de mettre en place cette mémoire-là qui montre en fait notre attachement à notre histoire et à notre culture. On a fait également des actes de formation sur le site. Nous sommes un site donc, où on apprend des jeunes, comme toi, peut-être un peu plus âgés, ou à d'autres personnes qui veulent apprendre des métiers anciens. Par exemple, le canage, l'empaillage, le tressage, la poterie, le travail du bois, la sculpture sur des calebasses, etc. On les apprend tout ça ici. On est devenu aussi un centre de formation. Nous sommes en fait une simple association qui existe depuis 1992. Voilà ce que c'est que le domaine. Donc nous avons remis sur ce site-là effectivement un village, là où on y est, le village des engagés, que nous avons équipé avec des objets de l'époque. Ce village n'est pas mort, il est actif. Nous faisons souvent des scènes de vie sur ce village. Nous avons créé aussi un village d'artisans pour faire venir des artisans, pour apprendre en fait aux jeunes, parce qu'il s'agit de travailler avec les jeunes, c'est eux notre porteur de mémoire demain. Ils vont nous transférer notre mémoire. Donc les artisans viennent et ils vont apprendre aux jeunes qui veulent donc essayer
comprendre un métier, un vieux métier disparu. Donc tout un village complet qui est animé par des jeunes artisans ou par des artisans un peu plus âgés. Nous travaillons aussi sur toute l'approche de la culture en général. Il s'agit pour nous, en fait, que ce lieu serve d'un lieu de réflexion, de mémoire. Qui ça nous l'est, que ça nous a fait, que ça nous va devenir demain. Hein. Et qui peut répondre à ces questions-là? Qui va porter cette flamme-là? Eh bien, ce sont nos enfants. Ce sont nos petits-enfants qui demain seront donc des porteurs, ce sont nos transmetteurs de mémoire. Et il faut qu'on en soit fiers et qu'on les forme pour ça. Hein. Il s'agit de montrer en fait que à La Réunion, nous sommes un peuple fortement métissé. Hein. Je disais comme exemple qu'un parc fruitier à La Réunion, ce n'est pas des fruits de chez nous, c'est des fruits qui viennent de tous les pays du monde. Donc nous, créoles, nous comme un parc fruitier, nous vient de partout. Nous vient de Chine, nous vient de l'Inde, nous vient d'Afrique, nous vient de tous les pays autour de nous, et c'est ça notre richesse. Cette créolité-là, il faut qu'on la préserve, il faut qu'on la garde. Nous, à mon âge, je la préserve, je la garde. Mais ma mission, comme la mission de toutes les personnes de mon âge, c'est de donner ça à nos enfants, qu'ils apprennent à vivre ensemble, hein, et non pas face à face, qu'ils apprennent à vivre ensemble et que tous, on collabore et on fasse avancer La Réunion. On est unique. Quand Venise est endormie dans un merveilleux décor d'une musique jolie, au contre le doux écho, la chanson d'une mandole, l'air Venise au sang du soir, deux asses s'envolent, un doux sang d'espoir, toute une brunette aux yeux noirs, au rythme de fleurs argentées qui berce ma candole. Vois-toi ce soir, je viens chanter ma douce bacarole. Tu ne partiras pas avant que la nuit ne s'achève. Je voudrais si ton cœur ardent dormir et prendre un rêve.